Rebonjour à toutes et tous. On espère que vous allez toutes et tous bien et on vous remercie de participer à notre webinaire sur l'agilité. Je suis Philippe Chouraki, je suis manager senior chez Octo et avant de laisser la parole à François Chazal, qui est coach agile senior et certifié et qui a plus de 15 ans d'expérience dont 8 en management, je souhaitais juste avec vous vous expliquer comment nous est venue l'idée de ce webinaire avec François, donc Frédéric Lancy et Quentin Lasserre. En fait, c'est assez simple. À force de déployer des méthodes agiles chez nos clients, on était convaincus que cette approche servirait plein d'autres expertises que l'IT, et notamment les métiers. Et c'est précisément ce qu'on observe depuis 3 ans, où François intervient maintenant régulièrement auprès des équipes métiers, notamment marketing, chez Allianz, Sanofi, Club Med par exemple. Et c'est pour nous une double bonne nouvelle. D'une part, parce que les métiers bénéficient de cette approche plus riche et efficiente, mais aussi parce qu'elle permet de mieux faire collaborer les métiers et l'IT, ce qui est fondamental pour que de beaux projets voient le jour. Ce qu'on vous propose, c'est que François va dérouler son intervention et je vous invite dans le chat à côté, à gauche, à poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention, si possible en précisant le numéro du slide qui correspond à votre question. Et on y répondra avec plaisir à la fin de l'intervention pour que le déroulé de François reste fluide. Je vous laisse maintenant la parole. Enfin, je te laisse maintenant la parole, François, et donc il va nous présenter tous les retours d'expérience et les bonnes pratiques d'Octo en matière d'agilité. Bon webinaire à tous. Merci Philippe. Bonjour à tous. C'est pas par politesse, mais juste pour gérer la bande passante, je vais couper ma vidéo. C'était juste pour vous accueillir que je la laissais ouverte. Donc, je vais me permettre de la fermer afin de donner toute la place à la présentation. Hop. Vous m'entendez encore? Je pense que oui. Je pense que c'est Philippe qui s'est mis en mute. OK. Donc, je démarre. Donc, bienvenue à ce webinaire qui va vous présenter l'agilité au-delà de l'IT. En fait, je pense que ça a échappé à personne. Entre 2000 et 2010, on a vécu une révolution digitale. Et autour de 2001 à peu près, on a vu apparaître les courbes entre la capacité d'apprentissage et l'évolution du monde se sont croisées. Et on est passé dans l'IT principalement d'un monde prédictible où on pouvait anticiper les actions et anticiper tout ce qui devait être fait, à un monde plus intuitif où il nous faut s'adapter, changer et être capable de s'adapter aux demandes et aux évolutions du monde. Ceci nous a donc forcé l'IT à changer, à essayer de changer ses pratiques et ses modes de fonctionnement, et donc de se focaliser beaucoup plus sur la partie adaptation, capacité d'adaptation et efficacité au niveau de l'exécution. Le mode de fonctionnement précédent, où on devait tout anticiper, prévoir, planifier, cadrer, spécifier, tout en amont pour ensuite dérouler un plan, ne marchait plus tout simplement parce que le monde évoluait trop rapidement. Et cette capacité d'adaptation et l'efficacité d'exécution, en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous, en fait, chez Octo, c'est ce qu'on appelle l'agilité, tout simplement. Simplement, l'agilité, comme je disais, a été pensée initialement au cœur du software development. Donc et comme vous voyez, c'est pour ceux qui le connaissent déjà, ça se base sur 4 valeurs, et les 4 valeurs, il y a le software qui est déjà à l'intérieur des valeurs. Donc, le problème, c'est qu'en effet, quand on arrive face à ça par rapport à des métiers autres que l'IT, la première réaction, c'est « mais ça marche pas pour moi parce que c'est prévu pour le software ». Simplement, l'agilité, c'est un état d'esprit plutôt qu'un set de process, de méthodes, d'outils, etc. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de méthodologie, Scrum, Kanban, Safe ou autre. Simplement, l'agilité, avant tout ça, c'est surtout un état d'esprit avec des bonnes pratiques. C'est une boîte à outils, un état d'esprit, et après, on essaye d'adapter. Et à partir de cette vision des choses-là, on s'est posé la question chez Octo de savoir, mais est-ce qu'on pourrait pas en sortir quelque chose pour autre chose que l'IT? Parce que finalement, le software, en fait, c'est juste un produit parmi d'autres. Il y a plein d'autres types de produits que le software. Et on va d'ailleurs se poser la question sur qu'est-ce que c'est qu'un produit, en fait. Un produit, c'est quelque chose qui finalement est assez facile à définir. Un produit, c'est tout simplement, ça répond à un besoin d'un utilisateur donné. Un utilisateur, un consommateur, un client, on l'appelle comme on en a envie. C'est pas vraiment la question, mais ça répond à un problème, à un besoin de quelqu'un.
Donc, le produit, c'est surtout un moyen pour arriver à répondre à un besoin, à livrer un service, à livrer un produit, un bien ou juste à accompagner quelqu'un. Et donc, il existe plein de types de produits, et surtout les produits, ça peut être aussi bien un produit qu'on va livrer dans le commerce et qu'on va payer, que rien que de faire ces slides-là, ce webinaire est une sorte de produit. Faire des slides pour un collègue, c'est un produit. Écrire un mail est une sorte de produit. Tout est produit, en fait. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un produit? Un produit fait de la bonne manière, selon les méthodes agiles, c'est se dire, c'est juste, voilà, un produit, c'est à la jonction entre la satisfaction d'un client, d'un utilisateur, l'efficacité qu'on va considérer business si on est en train de parler d'un produit qu'on va essayer de vendre, mais l'efficacité en termes de réalisation, et puis la faisabilité technique. Est-ce qu'on arrive à le faire? Et c'est arriver à trouver un peu un mi-chemin, une étape médiane entre bien gérer, bien doser la faisabilité technique, l'efficacité de réalisation et la satisfaction du client, consommateur, utilisateur qui va arriver derrière. Et le faire de la bonne manière en agile, c'est arriver à faire ça en ayant le plus petit lead time, donc avec la meilleure qualité et la meilleure valeur. Alors, le lead time, c'est la capacité, c'est tout simplement le temps entre le moment où le besoin a été émis et le moment où le besoin a été résolu. Et donc, l'agilité va essayer de trouver cette façon de travailler. Et quand on réfléchit aux choses comme ça, on se dit, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas adapter certaines des pratiques et des méthodologies qu'on a identifiées dans l'IT à des métiers autres. Et justement, c'est ce qu'on fait ces dernières années chez Octo, comme disait Philippe. Et en plus de ça, comme je disais, faire des slides, faire des mails et tout ça, ce sont des produits, c'est des petits produits. On est bien d'accord qu'on n'est pas en train de parler de gros produits mis en production, etc. Mais en fait, les produits, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de Lego avec plein de petits produits. Et en fait, c'est une somme des petites briques qu'on entasse les unes sur les autres et qui vont à la fin faire un gros produit. Pour faire un gros produit, on a besoin de faire des réunions, de faire des slides, de faire des présentations, de prendre des décisions, de faire des brainstorming. Tout ça, ce sont des ateliers, des livrables qui sont donc considérés comme des petits produits. Et potentiellement, on peut essayer de les réfléchir à travers les yeux de la méthode agile. Et donc, à partir de là, on peut en déduire un manifesto, donc hérité du manifeste agile pensé pour le software en 2001. On peut en hériter, en fait, un manifeste générique, général, issu de l'expérience, de la même façon, où on a juste remplacé le terme software par produit. Et à partir de ce moment-là, on peut se focaliser sur ces quatre valeurs qui ne posent pas de problème, en fait. C'est simplement de se dire que pour aller dans l'efficacité et garantir d'avoir toujours une adaptation, une capacité d'adaptation, il nous faut focaliser sur les individus et les interactions plutôt que tout ce qui est process et outils. Il ne faut pas oublier les process et les outils parce qu'on en a besoin, surtout dans les grosses structures, les grosses organisations ou dans les cadres de qualité, mais il ne faut pas les mettre comme étant sur un piédestal. C'est un élément qui nous permet d'arriver à un résultat. Simplement, les individus et les interactions, ils font toujours partie de l'équation et il ne faut pas oublier de focaliser sur eux. Focaliser sur un produit qui fonctionne plutôt qu'une documentation qui soit exhaustive, totale. La seule mesure d'avancement d'un projet, d'un produit, c'est d'avoir un produit qui fonctionne. C'est pas avoir des KPI qui soient des mesures de temps de passer sur le projet ou ce genre de choses-là. C'est vraiment se focaliser sur est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a atteint des objectifs, est-ce qu'on n'a pas atteint des objectifs. Tout le reste, en termes de mesures, va nous rassurer, mais ne donnera absolument aucune indication sur savoir si mon produit, ça va être un succès ou pas un succès. Et donc, si j'ai dépensé de l'énergie ou du temps, à bon escient ou à mal escient. De la même façon, vu qu'on veut garantir une adaptation et qu'on n'a pas envie de rentrer dans une logique où on va figer les murs, on va plutôt se positionner sur une vision où on va plutôt rentrer dans une collaboration avec le client, le consommateur, plutôt que dans une logique contractuelle. Vous imaginez très bien que si on parlait d'un sous-produit, genre créer des 2-3 slides pour son patron, pour une présentation dans 15 jours, par exemple, si on rentre dans une logique de négociation contractuelle, on risque pas d'arriver au résultat. La meilleure solution est en effet d'en discuter avec lui, de travailler un peu main dans la main si on en a la possibilité, et de rentrer dans une logique de collaboration. Et enfin, de la même façon, c'est plus dans un niveau d'état d'esprit, comme je disais, c'est plus un état d'esprit que des process et des outils.
Il faut s'adapter au changement, répondre au changement de manière bienveillante et accueillante, plutôt que suivre un plan de manière forcenée en se disant non, 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 tu m'as dit ça il y a 15 jours, je ne change plus rien. En faisant ça, on va créer du conflit, et en créant du conflit, on ne va pas résoudre le problème. Et on ne va pas résoudre le besoin, parce que si le besoin a fluctué, ça ne sert à rien de continuer dans le plan qui était prévu initialement. Donc, ce manifeste, en fait, il reste applicable à tout. On peut en discuter pour quasiment toutes les situations, même pour le repas de ce soir, si on en a envie. Et donc, l'agilité, elle nous dit de nous focaliser sur la livraison de valeur le plus rapidement possible. Donc, la question, c'est qu'il faut définir ce qu'on appelle la valeur. En effet, si on est sur un projet qu'on va essayer de vendre, sur un produit qu'on essaie de vendre, la valeur, elle va se mesurer avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Mais la valeur, elle se mesure uniquement en connaissant notre consommateur, notre utilisateur, notre client, qui est le seul capable de nous dire c'est quoi la valeur que j'essaie de retirer du produit que vous essayez de me vendre. Donc, la question, c'est comment est-ce que j'arrive à livrer rapidement cette valeur. De la même façon, il ne faut pas perdre de vue le dérisquage des choix. Nous avons deux éléments à gérer en parallèle, qui est à la fois atteindre la valeur rapidement et à la fois dérisquer nos choix le plus rapidement possible. Et enfin, pour y arriver, il faut évidemment se focaliser sur peu et des sujets, peu de sujets et des sujets clairs à un moment donné. Il faut arrêter de travailler sur tous les sujets en parallèle. Si on veut livrer rapidement et dérisquer rapidement les choses, il faut être focalisé et travailler sur 1, 2, voire 3 sujets en parallèle, le moins possible. Et le mieux, parce que ça nous permettra de mettre 100%, 50% de notre énergie sur des sujets bien spécifiques et bien cadrés. Si un sujet n'est pas clair, c'est que nous avons un risque. Et donc, la première chose à faire, c'est de dérisquer cette situation et donc de clarifier le besoin. Un autre apprentissage, c'est d'être le plus économe possible. L'agilité nous pousse à être très économe et d'éviter un maximum tout ce qui va être du déchet. Dans les logiciels, par exemple, ce qu'on sait en IT, c'est un apprentissage de l'IT, ce qu'on sait en IT, c'est qu'on a 50 à 70% des fonctionnalités d'un outil informatique développé tel qu'il était autrefois, c'est-à-dire en absence d'agilité, c'est-à-dire en prévoyant les choses en amont puis en déroulant le plan, 50 à 70% des fonctionnalités ne sont pas utilisées ou peu utilisées, voire mal utilisées. C'est une perte d'énergie phénoménale, et qui dit perte d'énergie dit perte d'argent pour une entreprise, soyons bien clairs. Et surtout, c'est aussi une perte de temps, parce que finalement, ça veut dire que le consommateur final, il n'aura la solution que tardivement, alors qu'on aurait pu la lui livrer bien plus tôt. Et donc, l'idée, c'est d'être le plus économe possible et de trouver les solutions pour être économe, apporter des solutions et ensuite potentiellement itérer sur ces solutions. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, d'être pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut en permanence en agilité se poser la question, quand on a une action qui nous arrive, une demande, une action, un projet, n'importe quoi, se poser la question sur un diagramme, qu'est-ce que j'obtiens en faisant cette action-là par rapport à qu'est-ce que ça me coûte pour le faire, se poser la question et le mettre sur le diagramme là. Si on est sur les parties hautes, c'est positif. C'est positif parce que ça veut dire que ça va nous apporter beaucoup. Par contre, si ça nous apporte beaucoup, que ça nous coûte beaucoup, c'est peu pragmatique. La question sera donc de se poser la question, comment est-ce que je suis capable d'arriver à obtenir un résultat le plus rapidement possible sans que ça coûte trop cher. On se posera donc la question de simplifier le besoin, quitte à y revenir plusieurs fois. Si par contre ça ne m'apporte peu, quel que soit le coût que ça va m'apporter, que ça va me consommer, la question c'est comment est-ce que je fais pour éviter de le faire. Donc soit c'est de l'automatisation, ou soit c'est ne le faisons pas et voyons ce qui se passera. Résultat, si on essayait de résumer, l'objectif de l'agilité, c'est créer des produits drivés par ce que l'on sait, par de l'information, par de la donnée, et améliorés par des feedbacks utilisateurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une collaboration et c'est pour ça qu'on se permet, qu'on va être beaucoup plus interactif, beaucoup plus réactif par rapport à une évolution de notre client, par rapport à une évolution de ses besoins, ou tout simplement par une précision du besoin du client, parce que nous sommes tous les clients les uns des autres et nous savons très bien que nous-mêmes, nous avons du mal à spécifier notre besoin. On a des besoins qui sont un peu nébuleux, qui se clarifient en marchant. C'est en marchant qu'on apprend à marcher, c'est pas en réfléchissant pendant 107 ans. Et surtout pas se baser sur
des assumptions, donc des grandes idées, des idées préconçues ou des points de vue. Les idées préconçues et les points de vue, c'est malheureusement ce qui pullule dans toutes les réunions quand on commence pas à travailler, quand on planifie les choses. Tout le monde a un point de vue et des impressions et des expériences et des expertises. Simplement, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, c'est juste qu'on ne sait pas à ce moment-là si elles sont valides ou invalides. Il nous faut donc valider, il nous faut donc commencer à travailler pour savoir lesquelles vont devenir valides et lesquelles vont devenir invalides parce que on a précisé le besoin, on a précisé le contexte. Et un dernier message, c'est en effet, on ne peut pas prédire le comportement d'un utilisateur. C'est quelque chose qui est juste imprédictible. On peut, avec de l'expertise, de la connaissance, une grande expérience d'un marché, on peut identifier certains patterns, identifier certaines choses, mais on sait tous que la prédiction n'est pas possible. Ce qu'on va avoir, c'est plusieurs hypothèses avec des probabilités, mais ce n'est pas une prédiction, c'est une anticipation probabiliste. Par contre, ce qu'on peut faire de manière très simple, c'est identifier nos utilisateurs, les étudier, s'ajuster et s'adapter. Et ça, c'est le parti pris de l'agilité. Et donc, si je tentais de résumer, avant de partir sur une partie plus pratico-pratique, si je tentais de résumer ces messages un peu génériques, l'objectif de l'agilité, c'est de répondre le plus rapidement possible à un besoin utilisateur. Donc, d'apporter une satisfaction utilisateur la plus rapide possible, quitte à ce qu'elle soit progressive. Nous ne demandons pas à faire un Big Bang avec, nous apportons la solution parfaite dès le départ. Regardez juste dans l'histoire de l'IT, mais c'est un mix IT, mais regardez l'iPhone par exemple, la première version de l'iPhone n'est tout sauf un produit parfait et fini. C'est un produit qui pose une pierre sur laquelle va se construire la légende Apple. On peut parler de plein d'autres solutions, mais ça c'est une solution qui a l'avantage d'être à la fois IT, et vous vous rendez bien compte qu'un téléphone, ce n'est pas que de l'IT, c'est aussi des usines, un produit, des process, c'est quelque chose, c'est comme construire une voiture, faire un téléphone. En plus petit, mais ça reste extrêmement technique et il y a beaucoup de mécanique et d'ingénierie derrière. Ce n'est pas que écrire du code. Et pour répondre à ces besoins utilisateurs, pour apporter cette satisfaction utilisateur, la seule façon de le faire pour le faire le plus rapidement possible, c'est de le faire de manière incrémentale itérative, en fournissant des livrables de manière incrémentale itérative, donc petit à petit, en améliorant petit à petit, et en tenant compte des feedbacks et des apprentissages. C'est comme apprendre une recette de cuisine. La première fois qu'on la sert à nos amis, ça va être pas mauvais, et on aura des feedbacks, et puis on améliorera, et la prochaine fois, et petit à petit, ça devient notre recette de cuisine préférée parce que on la maîtrise bien et on l'a améliorée des retours de nos amis, de nos familles, etc. Donc on est dans la même situation, et en fait, c'est ce genre de choses-là qu'on fait très régulièrement dans la vie quotidienne et qu'on perd de vue de temps en temps dans les modes projet. Donc évidemment, on est bien tous d'accord autour du fil que tout ce que je viens d'expliquer, c'est une théorie c'est bien joli en théorie. La vraie problématique, c'est comment est-ce que j'applique ça en réalité? Comment est-ce que je fais pour appliquer ça en réalité? Eh bien, là, je vais vous partager quelques retours d'expérience, des éléments assez centraux que l'on met en place, que j'ai mis en place moi, les dernières années dans différentes entreprises. Donc, je vous en parlerai un petit peu des entreprises de domaines d'activité très divers. Hein. Ça a pu être l'assurance, ça peut être le médical, ça a pu être les voyages, la création de livres photos. Voilà, ça, c'est les historiques de mes expériences, mais d'autres collègues qui sont connectés, dont je sais qu'ils sont connectés, auraient d'autres expériences et d'autres exemples à vous donner. Donc la première chose essentielle, c'est il faut essayer de créer des équipes sur lesquelles qui soient reliées à travers la confiance. La confiance, c'est l'élément central qui va lier les éléments d'une équipe ensemble, et c'est à travers cette confiance qu'on va pouvoir avoir une collaboration, une transparence, et donc arriver à appliquer les valeurs de l'agilité. Sans la confiance, il n'y a pas possibilité d'appliquer les valeurs de l'agile. Donc, en fait, c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue, dans le sens où l'agilité va renforcer cette confiance, mais cette confiance, elle doit être aussi mise en place dès le départ. Donc, on l'apprend en général par défaut, ou alors on va mettre en place des personnes qui vont nous aider à apporter cette confiance et à faire appliquer des principes de communication dont on va parler, des principes d'échange, de communication qui amèneront petit à petit la confiance. Mais il faut malgré tout créer un climat dans lequel la confiance puisse avoir lieu. Il faut donc avoir une transparence à l'intérieur et en dehors d'une équipe. C'est hyper important que ça ne soit pas uniquement dans l'équipe, mais que ce soit aussi à l'extérieur de l'équipe. Et donc, un des outils essentiels pour y arriver,
c'est le management visuel. C'est la première chose qu'on met en place en tant qu'Octo quand on va dans une entreprise, le management visuel, parce qu'il permet à la fois aux membres de l'équipe de savoir qui travaille sur quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle un Kanban, un board Kanban, qui est hérité il y a un certain temps maintenant, mais on le retrouve chez Toyota, on le retrouve dans des trucs qui n'ont rien à voir avec l'IT à l'origine d'ailleurs. L'objectif de tout ça, c'est d'arriver à rendre visuel le travail réalisé par les membres d'une équipe. Ça va être à la fois utile à l'intérieur de l'équipe pour savoir qui travaille sur quoi à quel instant. Ça nous évite de nous interrompre en permanence. Ça permet aussi de savoir. Ça nous permet d'identifier et d'adapter et d'améliorer le process, tout le cheminement des process de réalisation. Là, j'ai un process qui est assez basique. Hein, c'est qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui est fait. Ça, c'est valide pour n'importe quel système. On pourrait même le faire pour la vaisselle. C'est valide pour tout. Simplement, quand on travaille sur un process métier, quand on travaille sur une équipe donnée, par exemple, on peut avoir un process pour la construction d'un document juridique. Et la construction d'un document juridique suit potentiellement un process qui a été déjà documenté préalablement et qui vaudrait le coup de mettre justement sous forme de ce management visuel parce qu'il permettrait à tout le monde d'avoir connaissance du process à la fois, d'éviter qu'on zappe par moment des éléments du process, ou au moins on a la conscience de le faire parce qu'il est visuel, et à la fois on pourrait se rendre compte que des fois ce process, il est un peu absurde, voire il est améliorable tout simplement. Il n'y a pas obligatoirement qu'il soit absurde, des fois il est juste améliorable. Donc le rendre visuel permet d'y réfléchir. Il permet en plus de ça de communiquer pour l'équipe, en dehors de l'équipe, l'état de réalisation de l'équipe et potentiellement tous ces blocages. Parce qu'on peut rendre visuel le blocage. Tel ticket a été à faire et je n'arrive plus à travailler dessus parce que j'attends le retour d'un tel du service comptable, par exemple. Et ben, j'ai juste à mettre une petite pastille où j'ai plus à écrire sur le post-it qui est sur le management visuel, écrire, voilà, je suis bloqué et j'attends un déblocage, j'ai été bloqué telle date, et comme ça, on est capable d'avoir des informations et n'importe quelle personne de l'entreprise passant dans le bureau ou ayant accès à ce board, hein, parce que ça peut être physique comme virtuel, ces derniers temps, on n'a pas trop le choix, donc que la mise en place de ces boards de manière virtuelle est complètement faisable, ça permet à n'importe qui d'y avoir accès. Et enfin, ça permet surtout de simplifier énormément le reporting et de le rendre simple et sans effort, juste en partageant ce board. Donc moi, ce genre de choses-là, par exemple, juste pour vous en parler 2 secondes, je l'ai mis en place dernièrement dans une équipe où le chef de projet, directeur de programme plutôt, qui était en responsabilité du programme, était complètement sous l'eau. Il devait gérer, il passait son temps à faire ce que font les PMO en général, c'est-à-dire à aller téléphoner à un tel pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que tu fais, etc. Et quand c'était pas ça, il devait préparer les copiles, les codires, pour préparer des slides, ça lui prenait tout son temps de préparer des slides, de récupérer des slides, de téléphoner aux gens, etc., etc. Et en faisant ça, il n'avait plus un instant à lui pour arriver à se focaliser sur ce qui est vraiment le cœur de son métier, qui est de définir la stratégie de réalisation, garantir que cette stratégie nous amènera dans les clous et surtout arriver à identifier tous les risques et les dangers face auxquels on est et se focaliser sur ce qu'on appelle dérisquer les risques et apporter la valeur le plus rapidement possible. En faisant ça, il était tête dans le guidon en permanence. Et ça fait juste, 15 ans, tout simplement, depuis que j'ai commencé à travailler, que je vois que des personnes comme ça autour de moi, des personnes qui sont tête dans le guidon. Pas parce qu'elles l'ont décidé, mais parce que la façon de fonctionner les amène à traiter en permanence des urgences, des situations, et ne plus avoir le temps, ne plus se libérer de temps pour arriver à gérer, à prendre la vision, le recul nécessaire pour prendre des décisions stratégiques. Et donc ce board, on l'a mis en place. Chacun des membres de ces équipes avait des tickets. Les tickets leur étaient affectés. Ils étaient responsables de les faire avancer, de les modifier, de les affecter, de créer de nouveaux tickets si besoin était. Et de son côté, il n'a pu créer le moindre copil. Les copils étaient juste des copils codir. On invitait juste les personnes qui vont bien dans une réunion d'une demi-heure et on partageait l'état des lieux du board. Et en faisant ça, tout le monde avait une connaissance totale. Et surtout, les managers arrêtaient de venir leur poser la question de savoir où est-ce qu'ils en étaient. Ils avaient juste à se connecter sur le board virtuel, hein, ce qui était sous Microsoft Planner. On en reparlera un peu en termes d'outils. Et ils avaient connaissance exactement de où en était l'équipe. Et s'ils avaient un besoin spécifique, ils pouvaient mettre un commentaire ou juste pinguer la personne qui allait bien. Donc ça, c'est un des éléments essentiels qui est le management visuel pour avoir une transparence qui va apporter la confiance. C'est en étant transparent que la confiance arrive. Ce n'est pas en cachant que l'on apporte de la confiance. Ça nous crée un effet tunnel si on cache.
Un deuxième élément essentiel, c'est s'aligner sur des rôles clairs et des responsabilités claires. Alors, plutôt que responsabilité, on parle d'accountability parce que ça permet juste, ça met plus en exergue le fait que ce sont des décisions codéfinies. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une responsabilité que je t'ai imposée, c'est quelque chose, je me sens responsable de parce que nous en avons décidé. C'est la différence entre accountability et responsibility. Mais bon, c'est du pinaillage peut-être. Et donc, pour arriver à avoir des rôles clairs et des responsabilités claires, en agile, ce qu'on a régulièrement, c'est on a un ensemble de cinq typologies de rôles. C'est assez générique. Et quand on parle de rôle, il faut bien comprendre ça comme étant des casquettes. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, suivant sa maturité, pourra avoir plusieurs casquettes. Ça mettra là, ça sera notre rôle de coach potentiellement d'aiguiller et puis de dire là, c'est peut-être un petit peu dangereux d'avoir la même casquette deux casquettes pour la même personne, mais ça dépend en fait de la maturité des personnes. Donc, les typologies de rôle, c'est assez simple. On va avoir les équipes support. Donc, ça, c'est sur la partie gauche. Les équipes support, c'est toutes les équipes qui vont aider le projet à avancer. C'est vraiment des équipes qui sont juste là en support. Donc, par exemple, dans un métier comme le marketing, le support IT, c'est juste une équipe support. Il permet juste de faire marcher l'ordinateur, d'avoir les réunions qui vont bien et potentiellement d'expliquer comment utiliser Outlook si on ne sait pas comment l'utiliser. Donc ça, c'est les équipes support, ça sert juste à ça, voire potentiellement, c'est un support juridique, un support autre, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, équipe support. Elles existent, donc je les marque, mais elles font vraiment pas partie de l'équipe du cœur de réacteur de création du projet. On a les stakeholders. Donc les stakeholders, c'est toutes les personnes qui expriment les besoins. C'est des représentants clients ou c'est des personnes qui ont pour lesquels le projet va avoir un impact. Donc, c'est quelqu'un dont on a besoin. On a besoin d'en prendre compte de son avis, de son retour d'expérience, de son expertise ou de sa représentativité du client, sa compréhension du client et des besoins pour aider à définir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce projet. On va avoir les product owners. Donc, le product ownership, c'est un ou plusieurs personnes, hein, parce que c'est probablement une personne, ça peut être assez dur. C'est un rôle dont l'objectif est de définir, de forcer un alignement entre toutes les parties prenantes, donc toutes les personnes qui sont dans ce cadran-là, peut-être à part les support teams, mais bon, entre les stakeholders, les team members et les product owners à minima, ils sont là pour garantir qu'on ait un alignement. Ils ne sont pas là pour imposer quoi que ce soit, ils ne sont pas là pour diriger. Ils sont là pour garantir un alignement, co-définir la stratégie avec les personnes qui vont bien, donc les personnes qui ont une expertise, qui peuvent nous aider à définir la stratégie et prioriser le travail à réaliser. Leur vrai travail, c'est prioriser. Donc, c'est clairement l'endroit où on va trouver les chefs de projet aujourd'hui, où on va trouver les chefs de produits, on va trouver les directeurs de programme, directeurs de produits, etc., etc. Sur un projet donné, il faut clairement, sur un projet ou un produit donné, il va falloir avoir une personne qui sera responsable de la stratégie. Et si on a plusieurs personnes, il faudra qu'elles se définissent clairement les responsabilités pour éviter d'avoir des sons discordants. Et donc, ces personnes-là, donc, ce rôle-là, pour responsabilité de créer la priorisation dans le travail à réaliser, de le définir très clairement et d'aligner tous les acteurs dessus pour éviter qu'on le remette en cause. Et donc, de co-définir une stratégie préalablement. Le coach, le ou les coachs, c'est grosso modo le ou les personnes qui vont être là pour garantir qu'on va essayer d'appliquer des bonnes méthodologies et qui va être là pour éviter que le chef de projet ait à la fois la casquette, le quoi et le comment. Le comment, en fait, si c'est pas la même personne qui gère le quoi et le comment, ça permet d'éviter d'être un peu jugé parti et potentiellement de tordre un peu le système qui va créer des conflits. Or, je disais, on essaie de créer des équipes avec de la confiance. Ça veut donc dire qu'il faut que les rôles et les responsabilités soient bien clairs et qu'on évite qu'une personne puisse imposer sa loi tout simplement parce qu'elle a la gestion de la priorité et à la fois du comment est-ce qu'on va la réaliser. Donc, le coach est là plutôt pour faire un peu le caillou dans la chaussure pour permettre aux équipes de réfléchir aux valeurs agiles. Est-ce qu'on respecte les valeurs? Est-ce qu'on ne respecte pas les valeurs? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux respecter les valeurs et mieux se focaliser sur la valeur, le dérisquage, etc., etc. Et enfin, les membres d'équipe, c'est toutes les personnes qui réalisent des actions qui vont permettre au projet, au produit de se créer. Tout ça est à géométrie variable et peut évoluer dans le temps et il n'y a pas de question avec ça. Donc ça, c'est des rôles clairs, précis, et il faut arriver à définir dans quelle case on se situe en tant que membre d'équipe. Enfin, un autre apprentissage, c'est travailler dans des équipes petites et focalisées. Il faut absolument travailler sur des petites équipes
et surtout que ces équipes soient focalisées sur des tâches données. Je parlais de priorité préalablement, c'est donc avoir des priorités bien claires. On parlait préalablement aussi, bien dans quelques slides préalables, sur la question de focus, de travailler sur peu de choses à la fois. C'est la même situation. Une équipe doit être focus, définie. Elle doit avoir un objectif ou deux clairement identifiés. Elle doit être petite de sorte à pouvoir garantir un certain involvement, donc une certaine implication, une dynamique, un alignement et un focus. Parce que c'est ce qu'on appelle la règle des 2 pizzas, qui a été inventée par Jeff Bezos chez Amazon. Cette règle des 2 pizzas, elle est basique, c'est il faut pouvoir nourrir une équipe avec 2 pizzas de taille américaine. Donc on est sur une équipe de entre 8 et 10 personnes maximum, et plus l'équipe est petite, mieux ça vaut. En deçà de 3, ça n'a pas d'intérêt, parce que là, ça devient un binôme, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Mais entre 3, 8 et 10, c'est la bonne taille d'équipe. Je dirais entre 3 et 8, c'est même la meilleure taille d'équipe. Pourquoi? Tout simplement parce que plus on est nombreux dans une équipe, plus c'est difficile d'être aligné, de s'aligner, parce que rien qu'à calculer le nombre d'interactions possibles qui existent sur une équipe. Donc, de s'aligner entre nous, c'est très compliqué. De trouver des moments pour se synchroniser, des réunions ensemble, ça devient très compliqué. C'est la guerre des agendas, vous connaissez tous ça. Et on a un problème aussi de dynamique et d'implication. Plus on est nombreux, plus on a un effet de déresponsabilisation. Donc, une petite équipe, retour d'expérience, entre 3 et 8 personnes, c'est la bonne taille d'équipe. Au-delà, ça devient compliqué. Et si on a besoin de faire des projets, parce que là, ce que je suis en train de dire, pour un petit projet, ça pose de problème à personne, mais quand j'ai un gros projet, un gros produit, un truc, une voiture à faire, un téléphone à faire, c'est absurde de dire que je vais faire ça avec 8 personnes. Donc, comment est-ce que j'y arrive? J'y arrive tout simplement en utilisant un point de vue fractal ou poupée russe. C'est-à-dire que je fais des équipes, d'équipes, d'équipes, d'équipes. Exactement comme les organisations sont organisées en général, mais en le définissant clairement. Je vais donc avoir une équipe chapeau qui est un peu mon équipe programme, qui est repartie entre 3 et 8 personnes, sur les personnes essentielles pour arriver à définir une stratégie, un plan d'action, les priorités, et ensuite, on va répartir ça en sous-équipes cohérentes. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, et c'est là où notre expertise de coach est intéressante. En IT, on a plusieurs typologies d'équipes possibles. On va avoir les équipes feature, on va avoir les équipes produits, on va avoir les équipes. On a plein de choses qui vont permettre à une organisation d'être efficace. Dans le cadre de la santé, ces sous-équipes étaient fréquemment sous-équipes réparties par fonction. C'est-à-dire qu'on avait une sous-équipe marketing, une sous-équipe médicale, une sous-équipe légale, une sous-équipe réglementaire, par exemple. Mais c'est adapté au projet, c'est en fonction de l'efficacité que ça permettra au projet. Et encore une fois, on essaye, on teste, on essaye, on se rend compte que ça ne marche pas, on adapte, c'est pas bien grave. On y reviendra un petit peu après parce que c'est un des éléments essentiels de l'agilité aussi. Enfin, quand on travaille en équipe, pour se focaliser, pour être focus, avoir une bonne dynamique d'équipe, être aligné et tout ça, il faut qu'on s'aligne et qu'on prenne le temps. Ça, c'est essentiel. On a trop tendance dans les organisations à partir bille en tête sur un projet avant d'avoir pris le temps à s'aligner sur une vision commune. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Revenir sur le pourquoi du projet. Pourquoi est-ce qu'on y va? À quoi ça sert? Et s'aligner sur c'est quoi notre vision commune? Pourquoi est-ce qu'on y va tous ensemble? Et donc, pour s'y aligner, ce qu'on utilise souvent, nous, chez Octo, c'est ce qu'on appelle une vision. Alors, une vision, c'est une vision projet, une vision produit, suivant la méthode qu'on va utiliser pour réaliser. Et l'idée, c'est de se poser la question tous ensemble, c'est qui nos clients, nos utilisateurs, et prendre le temps de s'aligner là-dessus pour garantir que tout le monde dans l'équipe soit bien aligné sur le sujet. C'est quoi leurs problèmes, leurs besoins? Pourquoi est-ce qu'on va travailler? Pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus? Mais le problème et les besoins de l'utilisateur ne sont pas suffisants. Il faut aussi tenir compte, on est en train de parler d'entreprise, on ne parle pas dans une association. C'est quoi nos objectifs pour l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on travaille sur ce sujet-là? Pourquoi est-ce que l'entreprise a décidé de prendre de l'énergie, de consommer de l'énergie sur ce sujet-là? Et une fois qu'on a bien compris ça, on peut arriver sur la question, on peut en déduire, plutôt que d'arriver directement sur le sujet, en déduire c'est quoi notre proposition de valeur pour nous permettre de résoudre le problème. À la fois résoudre les besoins de l'entreprise et les besoins du client. Et à partir de là, on définira les critères de succès. Critères de succès qui sont à géométrie variable parce qu'ils vont dépendre de la frontière temporelle dont on parle. On n'a pas les mêmes critères de succès à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an ou à 2 ans. Et l'idée, c'est donc de se focaliser sur le court terme dans un premier temps, mais tout en ayant une vision du long terme.
Donc ça, on va y revenir un tout petit peu parce que c'est juste la slide suivante. Donc, s'aligner sur la vision produit et prendre bien le temps de le faire pour éviter de partir bille en tête sur une proposition de valeur sur laquelle personne n'est aligné parce qu'on ne s'est pas aligné préalablement sur pourquoi est-ce qu'on travaille dessus. En plus de ça, cet exercice de vision permettra ensuite, pour améliorer la transparence et la confiance que l'équipe et que le monde global de l'entreprise va avoir envers l'équipe, ça, on permettra de la partager. Et toute réunion avec des personnes que l'on ne connaît pas, on commencera par leur partager la vision pour éviter, au bout de 2 heures de discussion, de se rendre compte qu'en fait, on avait un problème sur les bases même de la communication, on n'était pas aligné sur pourquoi ce projet, à quoi il sert. Et après, ça, c'est un gros sujet, ne pas perdre de temps à planifier trop en amont. C'est un gros sujet parce qu'en effet, dans les façons de travailler dont on a l'habitude préalablement, on planifie en amont. Donc, on fait des macro-plannings, des estimations, etc., etc. Simplement, on perd énormément d'énergie à ça. Et pour avoir passé 2 ans de ma vie à être directeur de programme, j'y passais mes journées. Et pour une valeur ajoutée, enfin, je ne veux pas dire nul, c'était quand même intéressant à certains moments, ça nous a quand même permis de livrer le produit quand même à la fin, mais c'était énormément d'énergie et en fait j'ai commencé à faire des macro-plannings dès le premier jour jusqu'au 500e jour, je ne voyais absolument pas le bout du tunnel et ça me consommait énormément d'énergie pour une valeur ajoutée finalement qui n'était pas si extraordinaire que ça. Donc ne pas perdre trop de temps à trop planifier en amont. Pourquoi? Tout simplement parce que les plans, la réalité, ça ne rentre pas dans un plan. Et les plans, c'est jamais des prédictions. On ne peut pas prédire l'avenir. Et donc, quand on prévoit quelque chose, voilà, on dit, voilà, on va faire ça, on va voir ça, etc., etc. Mais la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, qui aurait pu prédire la situation du confinement dans laquelle on est, qui a mis en péril énormément de projets chez nos clients. La situation est donc, il faut planifier, il faut bien définir l'objectif, c'est le rôle de la vision, l'objectif qu'on veut atteindre. Et après, il va falloir qu'on travaille plutôt à travers des milestones. Et donc, il vaut mieux se focaliser sur la milestone suivante. Donc, on met des petits drapeaux rouges sur le chemin. On se dit, voilà, on va faire ça, puis ça, puis ça. Voilà les milestones. Et maintenant, je vais me focaliser uniquement sur la milestone numéro 1, 2, 3, 4, 5, mais sans en oublier l'objectif final. C'est exactement comme gravir l'Everest. Beaucoup de grimpeurs, parce que le terme m'échappe, ont voulu gravir l'Everest comme on gravit le Mont Blanc, c'est-à-dire en one shot, sans se poser de questions, on y va, et le matin et le soir même, on a atteint le sommet du Mont Blanc. Sauf que l'Everest, c'est beaucoup plus haut, et on a réussi à le faire qu'à partir du moment où on a compris qu'il fallait faire des points d'étape. Il fallait faire des points d'étape et se focaliser sur les points d'étape et ravitailler les points d'étape en amont pour garantir que même si on consommait toute l'énergie qu'on avait, toute la ration de nourriture, etc., que les Sherpas avaient avec nous quand on était en train de monter jusqu'au premier camp de base, eh ben, le camp de base numéro 1 était déjà approvisionné et donc on pouvait repartir comme en 40 pour aller au deuxième camp de base. Et ainsi de suite. Enfin, un autre élément essentiel, c'est de casser la complexité. Je l'ai déjà évoqué quand on parlait de priorisation, d'identifier ce qui était essentiel et de se focaliser sur ce qui apportait de la valeur rapidement pour peu d'énergie. Et quand on a une situation qui est compliquée, il y a beaucoup de choses à faire, c'est complexe à faire, mais ça apporte énormément de valeur. La question, c'est comment est-ce qu'on y arrive? La seule façon, c'est en cassant la complexité. C'est là où l'agilité apporte une façon de travailler qui est l'itératif incrémental. C'est un objectif, hein, je précise juste, c'est un objectif de travail. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoirement facile, voire applicable à tout. Par contre, c'est là où une expertise, une expérience de coach, une expérience dans ces méthodes-là peut avoir en effet une utilité parce que ça permet de se déstabiliser, voire de penser en dehors des systèmes standards dont on a l'habitude. Travailler de manière incrémentale, on en a tous l'habitude, c'est comme colorier un dessin, voilà, on a un dessin, on le colorie, et je fais petit bout par petit bout, c'est pas très compliqué. Travailler de manière itérative, c'est quelque chose dont on a un peu tous l'habitude, c'est je fais tout d'ailleurs dans le mode brouillon, puis ensuite ensuite je vais les traits noirs, puis ensuite je colorise, puis ça me plaît pas, je modifie, puis je recommence tout, et je regarde le travail d'ensemble à chaque fois. Ces visions incrémentales et itératives, elles sont intéressantes, elles sont utiles, mais on se rend bien compte que le travail de manière itérative et incrémentale apporte beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'intérêt pour soi, pour l'entreprise, pour les autres. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de nous focaliser rapidement sur la valeur. Dans le cadre de Mona Lisa, ce qui apporte beaucoup de valeur, c'est le visage, ce côté énigmatique du visage.
De la même façon, si je n'avais pas le temps, si j'étais Léonard de Vinci et que je n'avais pas le temps de finir mon tableau, mais que je me sois focalisé sur le visage dans un premier temps, à ce moment-là, potentiellement, très rapidement, je peux avoir un visage de près. Et arrêter le travail, j'ai quand même un produit, un sous-produit utilisable que j'utiliserai pour ce que je pourrais en faire, mais utilisable et que je pourrais potentiellement monnayer en soi. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur le visage, il va falloir se focaliser sur autre chose parce que ce qui va être important, c'est en effet la position des mains par rapport au visage. Il y a une posture énigmatique et donc, si les mains ne sont pas raccord avec le visage, on est face à une situation risquée de mettre en péril la cohérence du tableau. Et donc, c'est pour ça qu'on se focalise ensuite sur les mains. Une fois qu'on a focalisé sur les mains, on peut avoir déjà un bout de tableau qui est la transe centrale, qui est déjà utilisable, et on peut repousser, synédier la suite du travail. Et si on a le temps, eh ben, on va travailler sur la suite. Et ainsi de suite, on arrive bien à chaque instant, on a quelque chose d'utilisable, de livrable, de discutable. On peut commencer déjà à en discuter avec le maître d'œuvre, le commanditaire ou le consommateur utilisateur, client, c'est-à-dire ainsi tout un chacun quand il s'agit de faire des slides ou des mails ou des documents ou des livrables, quoi que ce soit dans une entreprise. Enfin, travailler avec une communication efficace, ça c'est essentiel, avoir un état d'esprit bienveillant. On veut avoir de la confiance, on veut créer des équipes qui soient liées, soudées les unes aux autres et qui travaillent efficacement. Il faut donc avoir un état d'esprit bienveillant. Partir du principe que tout le monde fait du mieux qu'il peut en fonction des informations, des compétences, des connaissances et du temps dont il a disponibilité. Toujours parler en son propre nom, principe de communication non violente pour éviter de rentrer dans une impression d'accusation, même si ce n'était pas la volonté initiale de l'interlocuteur, et ne jamais parler des personnes qui sont absentes, même de façon positive, tout simplement pour la simple raison que les personnes qui sont absentes ont potentiellement un point de vue plus complexe, plus nuancé ou légèrement différent, et ils ne sont pas là pour défendre leur point de vue à votre place, et en faisant ça, vous mettez vos propos dans leur bouche. Et même en partant de la meilleure intention du monde, ce n'est pas une bonne façon de communiquer parce que ça donne une impression de manipulation. Un élément central, évidemment, c'est d'arrêter les emails. Beaucoup de problèmes dans les entreprises, c'est qu'on est arrivé dans un système d'emailing depuis les années 2000 qui est exponentiel. Les emails ne sont pas des moyens de communication efficaces, ils sont intéressants pour tout ce qui va être garder des traces sur des décisions financières, sur des décisions contractuelles, sur des prises de décision, garder des traces, des réunions, une date de réunion, en effet, il faut avoir une trace. Donc, c'est soit un mail, soit c'est un point dans son agenda, mais ça revient au même. Par contre, pour communiquer, pour arriver à designer, à définir un produit, un projet, quoi que ce soit, le mieux, évidemment, et je pense qu'on l'a tous évoqué, tous vu dans notre vie, c'est aller voir la personne en parler face à face, le mieux avec une feuille de papier, un tableau blanc, un truc de genre là, pour faire des dessins. Un dessin vaut 1000 mots, comme dit le proverbe chinois, c'est quelque chose d'essentiel. Et aussi, en plus de ça, quand on se parle, 80% du message passe dans la gestuelle, le visage. On a tous expérimenté des messages écrits, mal compris, mal interprétés par nos amis d'ailleurs, même pas obviamente par nos collègues, mais déjà par nos amis. On crée des conflits sans le vouloir à travers l'écrit, juste parce que une bonne partie du message passe dans l'intonation, dans la gestuelle, dans les mimiques du visage. Le second degré n'est pas perceptible à l'écrit, le sarcasme non plus. À l'oral et en visuel, il l'est beaucoup plus. Probablement tout le monde, on est d'accord. Et donc, préférer des outils de communication vidéo, voire audio si on n'a pas le choix, pour collaborer. Avec l'aide, quand on est en remote, avec l'aide d'outils comme Klaxoon, Miro, même Google Slide ou même Microsoft Office, Microsoft PowerPoint Online, pour faire des dessins, faire des schémas, etc. Ça permet d'avoir un support visuel pour mieux rendre visuel ce qu'on a. Ou encore, solution système D qui marche très très bien. Papier crayon, vous avez chacun un papier crayon devant vous, vous prenez la caméra et vous montrez le papier régulièrement pour vérifier que vous êtes bien compris, qu'on fait des schémas. C'est une façon de travailler beaucoup plus efficace que d'écrire pour essayer de trouver des solutions. Et quand il s'agit de documenter les choses, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces que écrire des documents, que faire des mails. C'est évidemment faire des vidéos. Là, l'IT a compris ça depuis très longtemps. Faire des petites vidéos explicatives, des tutoriels. Vous avez tous vécu les changements de logiciels.
c'est fini l'époque où on nous passe un document qui fait 300 pages à lire pour savoir comment utiliser Outlook. On trouve des petites vidéos, des petits tutoriels de 3-4 minutes, chaque fonctionnalité bien spécifique avec une vidéo introductive au préalable. Et c'est beaucoup plus facile de faire du pick and choose là-dedans et de comprendre la globalité. Enfin, on en arrive à la fin de la présentation. Pour faire tout ça, il faut avoir des outils bien adaptés. Des outils bien adaptés, c'est-à-dire il faut, pour la partie les action boards, donc ce que j'appelais les Kanban et tout ça, utiliser des outils adaptés pour avoir un état des lieux visuel des équipes et tout ça, lister les actions à faire pour affecter les personnes et partager l'état le statut des équipes. Pour ça, il y a deux outils qu'on utilise. Un outil ouvert qu'on peut utiliser n'importe quand qui s'appelle Trello, qui est facile à utiliser, etc. Ça marche pour les petits projets. Pour les gros projets, on va avoir besoin d'autres typologies d'outils, mais je vois pas l'intérêt d'en parler là tout de suite parce que c'est vraiment des projets qui vont être plus complexes et il faut commencer à apprendre à marcher avant de vouloir courir. Et si on a la suite Office, dans la suite Office, vous êtes directement 365, vous êtes directement offert Planner. Planner, c'est exactement la même chose que Trello. C'est un Kanban, c'est un board de Kanban dans lequel on peut affecter des tâches, inviter des équipes, etc. C'est intégré directement à Microsoft Teams, qui est l'outil de communication qui est naturellement lié avec ces systèmes Microsoft. Et dans les outils de communication, si on n'a pas Microsoft, Slack marche extrêmement bien. Et là, sinon, on va avoir Teams qui marche très bien, qui vous permet d'avoir des options, des calls vidéo, audio, des chats, des documents, des partages documentaires comme un Drive, un SharePoint pour ceux qui ont l'habitude plutôt de SharePoint. Et puis Planner peut être directement intégré équipe par équipe. La communication va être beaucoup plus efficace comme ça, parce qu'on va avoir des chats collectifs comme individuels, ça évitera les emails. Les emails ne seront limités uniquement à certains éléments bien définis. On peut faire des audios et des vidéos très rapidement. On ne se comprend pas par chat, on appuie sur le bouton en haut, vidéo, etc. Et on part directement en mode vidéo avec la personne pour mieux se comprendre et ne pas rester dans cette mécompréhension. Et ça simplifie le process de communication. Une fois qu'on a mis tout ça en place, l'idée maintenant, ça va être d'améliorer de manière continue les deux projets qui sont les deux produits qu'on génère quand on travaille en agile, ils sont toujours deux, ils viennent toujours par deux. C'est le produit final qu'on imagine tous parce que c'est pour qu'on travaille, mais simplement il y a un autre produit qu'on oublie, qu'on néglige un peu trop souvent, qu'on négligeait en tout cas dans les anciennes façons de travailler, les autres façons de travailler en tout cas, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Et on faisait un peu de team building de temps en temps, mais c'était les bons chefs de projet le faisaient, tout le monde ne le faisait pas. Donc améliorer de manière continue le produit et l'équipe. Pourquoi? Parce que le produit évolue avec le temps, vu qu'il évolue avec la satisfaction client, et potentiellement on a des fausses bonnes idées au départ, et c'est le client, le consommateur qui va nous réorienter vers ce qui lui apportera de la valeur. Et l'équipe, parce que l'équipe, oui, elle évolue. Déjà, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent, etc. Et puis au départ, on se connaît pas tous. Et même si on se connaît dans un ancien projet, chaque projet est différent, et il y a et les relations de pouvoir, les conflits peuvent évoluer et être différents. Il faut donc améliorer à travers des petits pas, dans un process d'adaptation perpétuelle, l'amélioration de l'équipe comme du produit. On utilise donc ce qu'on appelle la route d'Hamming, c'est plan, do, check, act. On planifie une petite étape, on la réalise, on vérifie où est-ce qu'on en est arrivé. En conséquence, on agit, on adapte le plan et on continue à avancer. À travers des feedbacks, on adapte le plan à travers l'amélioration continue de ce qu'on essaie de faire. Et ce faisant, on crée les milestones, les différents Basecamps. Ça définit un nouveau standard sur lequel on va s'améliorer petit à petit. On va de mieux en mieux, on travaille de plus en plus efficacement et le produit devient de plus en plus congruent et de plus en plus pertinent par rapport aux besoins utilisateurs. Enfin, il faut ritualiser nos modes de fonctionnement, tout simplement parce que la ritualisation nous permet de gagner du temps. Elle nous permet de gagner du temps parce que on arrête de se poser la question de savoir quand est-ce qu'on a un peu de temps disponible. On ne perd plus de temps à organiser. Ritualiser un minimum des points de synchronisation, daily ou weekly, c'est pas obligatoirement du quotidien. En IT, on fait en quotidien parce que l'IT a une fréquence d'adaptabilité qui est très forte. Parce que écrire du code, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Ça dépend de la complexité de la tâche à réaliser. Par contre, dans les métiers autres, dans le marketing, il peut falloir une semaine pour avoir le résultat d'une action. Donc ça, il faut donc adapter les périodicités à ces modes de fonctionnement. Mais ritualiser ces modes de fonctionnement, au moins un point de synchronisation tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les jours.
de 15 minutes à 1 heure. 1 heure, c'est quand même à éviter parce que c'est toujours un petit peu long et on en revient dans une logique de meeting. Le matin étant le mieux, parce que c'est le moment où ça va nous donner un peu de peps, un peu d'alignement pour continuer la journée, matin ou fin de journée, c'est à voir selon les équipes, de sorte à garantir un alignement total des membres de l'équipe, d'éviter qu'une incompréhension continue s'agrandir, de gagner du temps pour libérer l'esprit parce qu'on n'a plus à chercher des slots dans notre agenda. C'est plus de stress à trouver un moment pour synchroniser. On sait quand ça a lieu. Dans le pire des cas, ça sera dans 24 heures. Et pour maintenir une dynamique d'équipe, parce que c'est à travers ces petits rituels-là qu'on maintient une dynamique d'équipe. Et d'ailleurs, le confinement nous le montre bien tous. Les entreprises qui ont réussi à garder une dynamique d'équipe, elles ont créé des e-cafés, des web-cafés. Ça permet aux équipes de se retrouver pour garder cette cohésion d'équipe. En l'absence de ces rituels, la cohésion d'équipe se dissout dans le temps. Et uniquement avec les bonnes personnes. On a la règle des 2 pieds pour garantir. La règle des 2 pieds, c'est est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Est-ce que je suis utile à la réunion ou est-ce que je n'apporte pas d'utilité? Si je n'apporte pas d'utilité, je ne suis pas prié de partir comme un voleur, mais juste de dire, écoutez, je ne vois pas mon utilité dans le projet. À moins que vous ayez une idée par rapport à sur quoi je pourrais vous être utile, je propose de vous laisser afin de garantir l'efficacité de l'équipe, de la réunion, et moi, de mon côté, pouvoir me focaliser sur des tâches où je me sens plus utile. C'est pas une honte, bien au contraire, c'est pour garantir une efficacité globale. Et une fois qu'on a mis tout ça, on n'a plus qu'à itérer sur les livrables. Il faut améliorer le livrable de manière continue, améliorer petit à petit le besoin, la réponse au besoin et l'équipe. Si on essaie de résumer, l'agilité, c'est penser la globalité de ce qu'on veut faire, commencer petit et livrer rapidement de manière incrémentale, itérative, pour petit à petit agréger des nouvelles versions, des nouvelles façons de faire, une nouvelle version du produit. Je finirai cette petite présentation, ce petit webinaire, par cette phrase que si on veut changer le monde, il faut commencer par soi-même. Donc la première question à vous poser, si ça vous intéresse, ça serait qu'est-ce que je peux faire différemment? Commencer par se poser la question de qu'est-ce que l'on peut faire différemment soi-même pour essayer de respecter un petit peu plus la logique d'adaptabilité, d'écoute face au changement, aux besoins de changement. Je vais vous partager. J'en arrive à la fin de cette présentation. On va avoir une petite séance de questions-réponses. Je vais vous partager donc un lien qui est affiché ici, mais je vais vous le mettre dans le chat de la réunion pour nous permettre d'avoir vos feedbacks par rapport à cette présentation. Et si vous avez envie d'avoir un contact ou qu'on se parle par téléphone, même une petite demi-heure pour évoquer vos situations et voir comment est-ce qu'on pourrait essayer d'adapter ça avec vous, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit message sur ce lien. C'est un petit formulaire assez rapide à remplir. Et je vous partage ça tout de suite dans le chat de la réunion. Et on en arrive aux questions-réponses. Merci François. On n'a pas vu de questions qui sont apparues dans le chat, peut-être par timidité. Du coup, qui souhaite prendre la parole à la fois pour échanger sur un cas qui le concerne ou sur une question sur la présentation? On est là avec plaisir pour échanger. N'hésitez pas, hein, c'est l'occasion de nous poser une question. Si. Du coup, moi, je veux bien prendre la parole. Je vous en prie. Une petite question sur un exemple, par exemple, assez concret sur lequel vous auriez pu travailler, de comment vous avez pu mettre ça en place, dans quel type de métier, et quels sont les résultats ou en tout cas les changements que vous avez pu observer. Alors, avec plaisir. Les métiers auxquels on a réussi et essayé de mettre ça en place par le passé, ils sont assez divers. Pour ma part, comme je disais, ça a été dans l'édition, ça a été dans la pharmacie, enfin la santé, le domaine médical, la santé, au niveau de l'assurance, dans des gros groupes d'assurance.
Je sais aussi qu'on a essayé de le mettre en place, on l'a même mis en place au sein d'Octo, au sein de notre cellule RH, donc même dans des métiers auxquels on ne penserait pas, au sein des métiers du voyage. Je sais aussi que j'ai un collègue qui a essayé de le mettre en place au niveau des avocats. Je ne lui ai pas demandé comment ça s'était passé, mais je sais que dans le domaine des avocats, du droit, il a essayé de le mettre en place. Il a travaillé dessus. Donc voilà, c'est des métiers assez variés, divers et variés, et qui sortent vraiment de l'IT, où l'IT n'est plus au cœur du système, mais plutôt un des éléments, parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise un ordinateur pour travailler, enfin, je pense, en tout cas dans nos pays. Donc, ça, c'est les métiers dans lesquels on l'a mis en place. Les retours d'expérience, les avantages, c'est une meilleure implication des équipes. Les équipes sont beaucoup plus impliquées dans ce qu'elles font, dans le pourquoi est-ce qu'elles le font, etc. Une bien meilleure efficacité dans la capacité à répondre rapidement à un besoin parce qu'on va se focaliser beaucoup plus vite sur pourquoi est-ce qu'on le fait. On va être aligné sur le sujet. Ça nous évitera toutes les discussions qui sont parfois stériles de réalignement en plein milieu du projet. On en arrive à arrêter surtout les crises qui arrivent sur beaucoup de projets qui sont vers les 2 tiers du projet où on n'a plus de budget, plus de temps, où les besoins ont tellement évolué que ça devient une galère totale. On a bouffé un peu toutes les marges de manœuvre qu'on avait en termes de réalisation. Plus de temps pour les membres des équipes pour se focaliser sur ce pourquoi ils sont là en fait, et pas uniquement faire de l'administratif pour de l'administratif. Un état d'esprit très différent. C'est-à-dire que les équipes sont beaucoup plus à l'écoute et beaucoup moins en réactif, en réactif, de manière un peu agressive parfois face à une demande des changements perpétuels, etc. Il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Sur l'implication des équipes, l'interaction au niveau des équipes. Et puis évidemment, en termes d'adaptabilité, de capacité à s'adapter aux changements et aux différentes évolutions, aux différents éléments, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on ne repasse pas par toute la chaîne de planification et de spécification. Tout le monde a bien connaissance des différents éléments et des milestones. Si on doit changer un truc, on le change avec les personnes qui ont des connaissances et on essaie de trouver un plan, une solution pour s'en sortir. Merci. De rien.